Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka Pigot. C'est notre troisième épisode sur cette série, sur ce roman. Notre troisième épisode où nous lirons le chapitre 3 qui s'intitule Le Mont Roctan. Et donc je vais faire deux parties de lecture ce soir. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à checker la barre de lecture de la vidéo et la description de la vidéo. Il y a des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction du live, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. N'hésitez pas non plus à checker la description pour regarder les liens de l'auteur, les liens utiles à l'auteur qui nous fait l'honneur d'être là sur le chat ce soir. Bonsoir Mirani, merci d'être là. Et bonsoir Saradro également. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça serait cool d'apporter un peu de soutien à cet auteur qui en a besoin forcément, comme tout un chacun, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce que j'allais dire également? J'allais dire quoi? J'allais dire quoi? Les épisodes précédents et les épisodes futurs, si vous les cherchez, comme d'habitude, vous allez dans l'onglet playlist, vous cherchez la playlist Et si on lisait Esoteria Destinée sur ma chaîne YouTube, Planétéo, rien de plus simple. Voilou, j'ai une mèche de cheveux qui part en couille, ça me perturbe. Bref, on s'en bat les... Voilou. Merci à Tomeu d'avoir follow pendant que j'étais en off, c'est très gentil de ta part. Et du coup, on reprend sur ce créneau un petit peu légendaire des lives de lecture. C'est vrai que les lives de lecture pendant une très longue période, une longue ère, a eu lieu les mardis et les vendredis à 21h. Là, c'est un peu le hasard, parce que je m'étais dit simplement que j'allais me mettre sur un rythme de faire une lecture tous les 3 jours environ. Bah voilà, il s'avère que cette semaine, ça sera a priori mardi et vendredi 21h, comme à la bonne époque. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je vais savoir tenir la distance à ce point. Je ne sais pas si je vais savoir être régulier à ce point sur l'ensemble de la lecture. Donc, comme d'habitude, je ne saurais que trop vous recommander de me suivre sur mes réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Discord, que ce soit Instagram, que ce soit à peu près n'importe où. Vous serez tenu au courant, notamment sur Facebook, Discord et Twitter. C'est là où vraiment, dès qu'il y a un live, vous êtes tenu au courant. Dès qu'il y a un live, par exemple s'il y a un live à 21h, vous le saurez grand maximum, je veux pas dire de conneries, mais vous le saurez grand maximum avant 16-17h, genre. Il peut y avoir des exceptions, il pourrait y avoir des oublis, des accidents, mais grosso modo, j'essaie de m'y prendre à l'avance pour pouvoir vous prévenir tout simplement. Euh, N'hésitez pas à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude durant ce live, durant ce petit moment qu'on va partager. Je vous souhaite une bonne écoute d'ores et déjà, et la santé, comme d'habitude. Miam miam miam, délicieux, délicieux, fameux. Et je vais entamer la lecture assez rapidement puisque, vu que je refais des lives un peu plus régulièrement, j'ai pas forcément de nouvelles choses à ajouter, j'ai pas forcément de nouvelles choses à vous dire. Donc autant se focus sur l'intérêt principal de ces lives, la lecture. La lecture, la lecture. Je peux cependant vous faire un petit aparté, voilà, pour laisser quand même le temps aux gens d'arriver, ceux qui voudraient à tout prix voir la lecture en live. Je vais blablater 2-3 minutes encore, juste pour vous dire que je ne sais pas du tout si je compte reprendre les lives de lecture ou même les lives plus globalement de manière récurrente, etc. Je sais que j'ai envie de vous faire cette lecture en live, ça c'est clair et net, donc je la fais. J'irai jusqu'au bout. Et ensuite, c'est un peu le mystère. J'ai parfois eu l'envie de faire deux, trois choses. Encore une fois, voilà, je préfère me laisser draguer par mes envies et les suivre tout simplement. Mais j'ai eu aussi envie d'autres choses ces temps-ci, et notamment ces temps-ci, je me focus dans l'ombre sur un projet secret. Je focus souvent, enfin comment dire,
Je pars souvent pour des projets secrets dont je vous parle plus ou moins, euh, et qui aboutissent plus ou moins aussi. Mais justement, j'ai un petit peu pris la décision, j'essaie du moins, bah de me, pas de me forcer, c'est pas tellement la chose, mais de me mettre dans un mood mental où je vais au bout des choses parce que j'en ai marre qu'il y a des choses qui me hype de ouf et qui se font à moitié ou qui se font pas avec toute la ferveur possible. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'en ai marre de voir des projets ne pas aboutir. C'est pas forcément toujours de mon ressort, mais j'ai envie vraiment de faire tout ce qui est en mon pouvoir, justement, et tout ce qui est de mon ressort personnel pour faire aboutir des projets, notamment un projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, qui, j'espère, aboutira vers la fin de l'année. Je vous en dirai davantage quand le temps sera adéquat, quand le temps sera venu, tout simplement. Toujours est-il que du coup, je travaille sur des tas de choses et je risque quand même de vous montrer deux trois choses bientôt sur les réseaux, je pense notamment. Ça aura pas un lien direct au live, mais ça aura un lien à tout ce que vous avez pu voir au travers de mes lives et de mes contenus sur mes différents réseaux. Donc voilà, on reste toujours dans ces domaines un petit peu ludiques, culture slash artistique slash divertissement slash ce genre de choses quoi. Et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre lors des veillées qui se déroulent sur Discord. Tous les dimanches de 21h à minuit minimum, on se retrouve pour discuter et jouer à des jeux de société, à jouer à des jeux vidéo parfois, à des jeux de rôle un petit peu une fois de temps en temps par petites touches. Et voilà, j'en dis pas plus, mais sachez que euh, certaines personnes qui se trouvent à la veillée ont déjà quelques petites infos supplémentaires. Il y a de l'exclu qui drop comme ça, de ci, de là. Donc voilà, il y a des choses à suivre, il y a des choses à suivre. Je ne me tourne pas les pouces, c'est juste que c'est pas forcément visible. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais entamer la lecture, comme je le disais assez rapidement. Je prends une dernière petite lampée. Et donc on va entamer une nouvelle étape de notre voyage, puisque voilà, je pense vraiment avoir cerné que sur ce roman, on est à peu près sur une étape de voyage par chapitre, grosso modo. Là, je pense qu'on va reprendre le bateau et je pense qu'on va repartir ailleurs et que ce sera vraiment, encore une fois, un tout nouvel univers à découvrir. J'imagine. J'ai l'impression que ça s'organise un peu comme ça. Comment nous inciter à participer au veillées? Bah après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais que, pour vous dire, fut un temps lointain, en vrai même maintenant, bref, j'étais sur des Discord, je me mettais dans les conversations, mais je mettais pas mon micro parce que c'est pas que j'étais timide, mais je ne saurais pas dire exactement, mais je me sentais pas de parler à l'oral. Mais par contre, je me sentais très bien à écouter tout ce que tout le monde disait et à répondre à l'écrit. Mais je sais pas, il y avait un blocage, je voulais pas parler à l'oral, mais je dirais pas que c'était de la timidité, c'est un truc un peu plus spécial que ça. Mais enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je peux comprendre que ce ne soit pas la chose de tout un chacun de se mettre en vocal, etc., etc. D'autant que voilà, là, on est sur des trucs très précis en général. On discute entre nous, mais c'est vrai qu'on part très souvent sur du jeu de société. C'est vraiment le truc le plus récurrent, je pense. Du jeu de rôle parfois, et là on en a fait dimanche et c'était vraiment cool. Enfin bon, bref, il n'y a aucune obligation à participer aux veillées, bien entendu. J'incite en blaguant en vérité. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce mood, si vous êtes dans ce genre de passe-temps, de passion et ainsi de suite, parce que je dirais même que le jeu de société c'est une de mes passions en vrai, eh bien n'hésitez pas parce qu'on s'amuse bien, les gens sont gentils et c'est très cool. Voilà, voilà. Allez, je ferme ma boîte à camembert et on est parti pour le chapitre 3, le Mont Roquetan. Quel va être ce Mont Roquetan? On va le découvrir.
Et puis, le chapitre fait à peu près la même taille que la fois passée. Donc, voilà, je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes horaires. Voilà, voilou. Le même temps, la même durée. Allez, trêve de bavardage, parce que sinon je peux partir à l'infini, en boucle, en boucle. Déjà, je suis déjà en train de dire en boucle que je bavarde, et je viens encore de le dire. Bref, c'est un cercle vicieux dont je ne me sortirai jamais. Ah, ah, que se passe-t-il, que se passe-t-il? Mais la nuit tombe sur Planétéo, comment ça se passe? Oh mon Dieu! Les étoiles sont belles, elles brillent dans le ciel. Et on est parti pour la lecture. Bonne écoute Sarah Drew, bonne écoute Mirani, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat Twitch et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Chapitre 3. Le mont Roctan. Des oiseaux semblables à des mouettes, mais rendus différents par le noir profond qui tapissait leur plumage, accompagnaient le Cyriella en criant immanquablement à chaque fois qu'une nouvelle personne posait le pied sur le pont du navire. La température sur celui-ci était bien plus supportable que dans la ville souterraine. Porté par le feu de l'action, l'équipage ne s'était pas rendu compte du fardeau que pouvait produire la chaleur, mais il bénissait l'agréable climat qu'offrait désormais la mer. Chacun tâchait de se reposer de son mieux. Glouze s'était très rapidement intégré au reste du groupe et avait trouvé en Tic un public friand de son humour et de son intelligence particulière. La similarité de son prénom avec celui de son cousin éloigné fut perçue comme un signe du destin et comme une explication incontestable de leur bonne entente. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la routine nouvellement installée fut brisée. Ciri lâcha la barre pour prendre la direction de la cabine principale du navire. Elle interrompit malgré elle une séance de méditation de Finn et Julie pour leur annoncer la nouvelle. Terre en vue. L'éclat du fermoir semble assez intense pour conclure que c'est là notre prochaine destination. Réunis sur le pont, tous observèrent l'endroit où ils allaient s'aventurer. Visiblement d'une taille bien plus conséquente que l'île au volcan, certaines parties de leur destination étaient recouvertes d'un épais brouillard. Différence supplémentaire, d'importants amas de verdure ponctuaient le paysage. Au centre de la nouvelle île naissaient les pieds d'une colossale montagne, dont le sommet demeurait pour le moment invisible, caché par un épais manteau de nuages. Aux deux extrémités de l'endroit, le reste de la mer devenait également trop flou pour être correctement perçu. Je crois que l'on n'a jamais été aussi près des limbes. Ce n'est pas évident de savoir précisément où nous sommes avec l'écart dont nous disposons, mais je suis certain que nous sommes aux limites du monde connu. Tu penses que des terres peuvent exister par-delà la brume? Demanda Julie, passionnée. Sûrement. À première vue, je ne serais pas étonné qu'une partie de cet endroit soit déjà submergée par elle. Et il est inéluctable que notre quête finisse par nous faire traverser de l'autre côté. La plage qui accueillit Julie, Finn, Ciri et Glouze leur offrit une agréable soirée de printemps. La température avait gagné en fraîcheur quand un petit vent s'était levé. Rapidement, le sable gris laissait la place à d'épais arbres d'un vert impeccable. Une odeur de mousse humide emplissait l'atmosphère. Progresser à travers la forêt fut chose assez aisée. L'espace entre les arbres et les buissons demeurait suffisant pour que la marche soit agréable. N'ayant que pour seul guide l'éclat de la relique qu'il transportait, le groupe resta prudent. Une rivière au faible courant fut traversée sans encombre. Celle-ci cachait, de l'autre côté de sa rive, un endroit fourmillant de buissons produisant des baies d'un rouge impeccable. D'un goût qui n'avait d'amertume que ce qu'il fallait, les modestes fruits furent dégustés durant la première pause de l'équipage. Ce qui ressemblait à de petits singes, parés d'une épaisse et élégante fourrure blanche, observaient les nouveaux venus d'une curiosité bienveillante. Ils disparaissaient parfois pendant quelques heures, mais parvenaient toujours à retrouver le groupe qui progressait en direction de la montagne. D'une douceur inattendue, cette nouvelle aventure emplit le cœur de celui-ci d'une heureuse chaleur. Le plaisir dura jusqu'au crépuscule, lorsque Julie vit la première bâtisse d'un modeste village, composé majoritairement de maisons construites de bois et de pierre. Tâchons de voir si elles sont habitées, et si quelqu'un peut nous accueillir pendant la nuit, dit Finn en pointant du doigt les bâtiments. Personne ne fut aperçu lors de la traversée de ce qui semblait être le principal chemin du village. Pavé de pierres noires et ponctué de flaques d'eau, le groupe avait esquivé une récente pluie. Soit par chance, soit grâce à l'abri qu'avaient fourni les arbres. La place centrale était composée d'un simple puits. Le silence de l'endroit se fit de plus en plus pesant.
D'une nature déjà méfiante, Ciri se mit à observer avec plus d'attention les alentours, la main sur la garde de son épée. Des bruits de bottes se firent entendre. Avant qu'il n'ait le temps de réagir efficacement, l'équipage du Cyriella se fit encercler par une vingtaine d'hommes, armés de sabres, de mousquets et de haches. Leurs vêtements trahissaient une activité maritime. L'un d'entre eux s'avança un peu plus que les autres et prit la parole. « Vous allez devoir nous dire exactement ce que vous faites ici. Et si vous vous avisez de nous mentir, on le saura. » La voix grave et portante qui venait de retentir appartenait à un homme qui avait certainement dépassé la quarantaine d'années. Vêtu d'un long manteau marron qui cachait une chemise de marin, il rappela un instant Joseph aux personnes à qui il s'était adressé. Ses cheveux, en bataille, demeuraient plus courts et affichaient un blond fatigué. Une observation un peu plus minutieuse révélait cependant une carrure plus qu'imposante. Le fait qu'il portait une grande hache avec aisance et uniquement à l'aide de sa main droite confirma sa force. Quant à son visage, composé de traits fermes et autoritaires, il imposait une première impression catégorique. « Nous sommes des explorateurs, » commença Finn. « Nous voulons simplement parcourir les environs, pour nous imprégner du paysage et de la culture que nous pourrions éventuellement y trouver. »« Des explorateurs venus de quel endroit ?»« Du Nil, près du continent. Vous connaissez sans doute Tradenial ?» L'île commerciale profitait d'un fort flux de voyageurs et de marins en tout genre. L'avoir choisi permettait au capitaine du Cyriella de garder un flou potentiellement précieux quant à son véritable but et ses véritables origines. Il avait cependant conscience que ce petit gain de temps ne l'aiderait sûrement pas suffisamment. « Sans doute. On peut connaître le nom de votre navire dans ce cas ?» Finn hésita. Il échangea un rapide regard avec Julie et Ciri qui ne semblaient pas non plus très sereines. Glouze se faisait discret, profitant de sa petite taille pour se cacher derrière la magicienne, bien que les hommes, les tenant en joue, se trouvaient tout autour. Finn choisit d'être honnête et compter sur la réaction de son interlocuteur pour en apprendre davantage sur ses intentions. « Il se nomme le Cyriella. » Des murmures parcoururent la foule. « Menteur! Il a disparu depuis longtemps !» De sa main gauche, l'homme saisit un mousquet précédemment caché sous son manteau et le leva. Un cliquetis se fit entendre, signe que l'arme était prête à faire feu. Julie intervint. « Il vous dit la vérité. Nous sommes l'équipage du Cyriella. Finn, qui parle, et Ciri, juste ici, en sont les nouveaux capitaines. Je suis la fille de Joseph, qui a fait la réputation de ce navire. » Les yeux plissés, celui qui semblait être le meneur de la troupe jaugea les paroles de la magicienne. Une nouvelle personne encapuchonnée survint de derrière lui pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. L'homme au mousquet baissa son arme et s'avança. Ciri dégaina son épée. « Ne faites pas un pas de plus. » Sans respecter la menace de la serre-griffe, le marin fit quelques pas supplémentaires en dévisageant la femme aux cheveux roux. « Julie !» L'étonnement fut très facilement lisible sur les visages de l'équipage du Cyriella. Le ton de la conversation changea brusquement. « Par ma barbe, tu es son portrait craché. Tes yeux, regarde tes yeux !» L'homme riait de bon cœur, émerveillé. « Oh, je suis désolé. Baissez vos armes, vous tous. C'est la fille de Joseph. Laissez-moi me présenter. Je suis Alan. J'ai passé toute ma jeunesse à naviguer aux côtés de ton père. J'ai l'impression d'être retourné il y a des années en arrière, il y a des dizaines d'années en arrière, et d'avoir Sian en face de moi. » Complètement dérouté, des dizaines de questions venaient à l'esprit de Finn, Ciri et Julie. Cette dernière fut particulièrement troublée par le nom qu'avait prononcé son interlocuteur. Sian était sa mère, et elle brûlait de désir d'en apprendre plus à son sujet. « Accompagnez-nous à l'auberge du village. Je brûle d'impatience d'entendre les dernières péripéties du Cyriella. » Tous autant impatients d'obtenir des réponses que les autres, le groupe accepta la demande de Zalan et se dirigea vers le bâtiment qui leur fut indiqué. Les hommes de l'ancien ami de Joseph semblaient avoir fait de l'auberge leur quartier principal. Tout avait été aménagé pour qu'ils puissent facilement accéder à leurs affaires, discourir autour d'une grande table sur laquelle de nombreux documents étaient posés, et accéder à l'étage où ils devaient sans doute dormir. À la vue de quelques cartes, et en particulier d'un seau de cire rouge signant une lettre, Ciri n'attendit pas plus longtemps pour prendre la parole. « Vous vous intéressez aux affaires du cercle ?» Zalan jaugea la femme aux longs cheveux noirs quelques secondes. « En effet, on n'a jamais vraiment cessé le combat. On ne s'est jamais totalement remis de notre première défaite à Ferustitiam, mais on a regagné du poil de la bête. On a une vingtaine de navires à notre disposition, et de nombreux hommes prêts à se battre quand l'occasion se présente. L'un de mes éclaireurs m'a signalé la présence d'un navire aux voiles grises tout à l'heure,
alors que j'étais sur le point de vous tirer dessus. Le Cyriella existe donc toujours. De combien de bâtiments se compose sa flotte? Un silence gêné s'installa. La magicienne choisit de le rompre d'une voix incertaine. Comment peut-on vous faire confiance? Je viens d'ouvertement vous dire que nous nous opposons au cercle et de vous donner des précisions sur nos forces. J'ai fait le premier pas, Julie. Je sais que nous avons sûrement beaucoup de choses à nous dire, mais nous allons prendre le temps qu'il nous faut. Accordé. J'ai en effet des tas de questions. En plus de nous quatre, 2 personnes sont encore à bord du navire. Zalan hocha la tête en souriant. Ce Cyriella, toujours aussi étonnant. 2 personnes suffisent à le déplacer? Théoriquement, une seule pourrait le faire. D'abord émerveillé, le visage du chef rebelle s'assombrit. J'ai eu vent de rumeurs au sujet de Joseph. Est-ce vrai? La fille du défunt capitaine baissa le regard et ne sut répondre. Finn prit le relais. Il est tombé face au chancelier. De nombreuses personnes écoutaient l'échange qui se déroulait dans l'auberge du village tout en restant silencieuses. Quelques murmures s'échangèrent tout de même lorsque Finn confirma la disparition de Joseph. Glouze retira son tricorne et l'observa longuement, d'un calme qui ne lui ressemblait guère. Même si le monde les séparait tous les deux, comment peut-on prendre la vie de son frère? Qu'avez-vous dit? Julie tremblait. Là était la réponse à une importante question qui avait rongé Finn. Voilà pourquoi Joseph avait appelé le chancelier James Dale. Le nouveau capitaine du Cyriella n'avait jamais partagé cette information, de peur qu'elle ne puisse briser davantage ses amis qui étaient dans un pitoyable état en revenant de la capitale du continent. Mais maintenant il savait. Voilà pourquoi les 2 hommes portaient le même nom. La nuit enveloppa le village de son obscur manteau. Des lumières vacillaient depuis les fenêtres de l'auberge. La conversation avait longuement duré et n'était toujours pas terminée. Zalan révéla que lui, Joseph, James et Sian, en compagnie de nombreux autres, cherchaient à l'époque à renverser le pouvoir tyrannique de l'ancien chancelier. Il conta leur expédition sur Ferustitiam et sa tragique conclusion. Le chef des rebelles n'était cependant pas en mesure d'apporter tous les détails que Julie voulait savoir sur la mort de sa mère. Joseph n'avait voulu parler que très brièvement de ce qui s'était passé ce soir-là. Seule la trahison de James, ainsi que la destruction de la sphère d'Arilaak, furent confiées par ce dernier. L'apparition de Julie demeurait mystérieuse, mais son père répétait souvent que c'était la seule chose de positive qui était ressortie de cette mésaventure. Finn expliqua à son tour comment leur voyage avait commencé, comment ils avaient trouvé la première pierre ainsi que les suivantes, et comment le cercle revenait souvent en travers de leur chemin. Zalan apportait à l'équipage un réconfort qui allégeait la solitude qu'ils avaient ressentie depuis maintenant trop longtemps. Il existait un autre groupe, bien mieux organisé et bien plus nombreux, qui luttait aussi contre le cercle de fer. Il faut que vous sachiez qu'il se trouve ici. Nous avons suivi certains de ces navires depuis des semaines. Leurs hommes ont un certain intérêt vis-à-vis du mont Roquetin. Il est écrit dans les lettres que nous avons interceptées que la montagne renfermerait un passage dans les limbes. Il me paraît étrange que James investisse autant d'énergie dans la poursuite de légendes et de faits incertains. Ça ne lui ressemble pas, à moins qu'il soit persuadé de quelque chose. Surtout que, selon vos dires, le cercle poursuivrait également la quête des gemmes. Zalan marqua une courte pause en se grattant sous le menton. Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux de nous reposer. Demain, nous partons à la poursuite des forces ennemies engagées sur la montagne. Ainsi isolés, ce sera bien plus facile de s'en débarrasser. Ce serait une joie pour nous si vous désirez nous rejoindre. Tous les ennemis du cercle devraient faire front ensemble. Sans qu'aucune réponse ne soit donnée pour le moment, tous se dirigèrent vers les chambres situées à l'étage du bâtiment. Un dortoir fut attribué au groupe du Cyriella. 2 lits superposés constituaient la totalité des meubles de la pièce. Ciri se confia. Vous l'avez entendu comme moi. Le cercle est ici. Le fermoir brille sûrement pour la gemme de Vénilien. Nous n'en sommes pas encore certains. Ça ne m'étonnerait pas une seconde de trouver une autre pierre ici. L'endroit me paraît cohérent quand je pense à tous les lieux que nous avons parcourus. Si ton frère est là, sache que nous le sommes aussi. Les paroles de Finn rassurèrent Ciri. Les amis de celle-ci commencèrent à douter de ses propos en se demandant si elle était aussi prête qu'elle l'avait fait entendre. Julie continua la conversation. Est-ce que c'est une bonne chose de rejoindre les troupes de Zalan demain? Je veux dire, j'ai l'impression qu'on s'embarque dans une véritable guerre. Je ne me ferai jamais à l'idée. Je ne sais pas.
C'est une bonne chose de savoir que quelque chose a le pouvoir de bousculer les forces du chancelier. Je ne veux pas d'un monde qu'il dirige. J'en ai peur. Je suis d'accord, Finn, bien que je doute du fait que la peur soit une émotion saine lorsqu'il s'agit de prendre ce genre de décision. Gluz, dans un coin de la pièce, était resté silencieux depuis le début de la conversation avec Zalan. D'abord submergé par la quantité d'informations, il avait ensuite écouté les paroles de chacun avec attention. « Vous savez, j'ai pas beaucoup rencontré de gens qui soient au service de ce que vous appelez le cercle. Une seule fois, en fait. » Sa voix était très différente de d'habitude, plus grave, plus sérieuse. À la base, je viens d'un petit village de pêcheurs composé uniquement de gobelins. Ma famille pêchait depuis la génération de grand-papy Ficelle. Toutes nos maisons étaient construites à côté d'un sublime bord de coraux. Les écailles des poissons qui y vivaient possédaient quelque chose de magique. Quand on les incorporait dans nos inventions, c'était une dinguerie, ça sublimait tout, du fonctionnement au style de l'objet. Un matin, un navire s'est amarré non loin de chez nous et un gars nous a posé tout un tas de questions. Rapidement, d'autres navires ont suivi. Et à la place de venir avec des questions, ils sont venus avec des armes et de la poudre. Chez nous, on a tous pu s'enfuir, mais j'ai jamais revu tous les autres. Finn, Ciri et Julie furent particulièrement touchés par l'histoire de Gluz. J'ai quand même eu la chance de garder ma famille, mais ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde ici. J'aime pas me battre, Julie. Je gagne quasiment tout le temps, c'est pas très fun. Mais je crois qu'il faut le faire pour ceux qui ne peuvent pas, et qui voudraient pouvoir vivre tranquillement. Après avoir prononcé ces derniers mots, le gobelin souffla l'une des rares bougies qui maintenaient l'éclairage de la pièce et s'installa dans un des lits. L'esprit submergé par la journée qui venait de se terminer, l'équipage peina à trouver le sommeil. Au petit matin, des bruits d'agitation vinrent animer l'auberge du village. Les hommes de Zalan et lui-même se préparaient pour la journée. Tout avait été organisé très sérieusement, et tous furent prêts en moins d'une heure. Tiré de leur dortoir par toute cette activité, le groupe du Cyriella accepta de prendre part à l'expédition. Selon les derniers rapports des éclaireurs, les troupes du cercle avaient déjà entamé l'ascension du mont Roctan. Celle-ci était dirigée par quelques membres du conseil de Ferustitiam qui s'étaient fait remarquer par leur tenue distinguée. Malheureusement, il fut impossible pour les éclaireurs de les identifier précisément. Le cercle portait un intérêt particulier au plateau de la montagne, et à en croire la dernière lettre interceptée, particulièrement à celui qui se trouvait à son sommet. Des historiens et autres savants de la capitale auraient travaillé sans relâche sur des textes, des journaux d'explorateurs et des cartes pour arriver à la conclusion que si quelque chose devait se trouver ici, ce serait sur le plus haut plateau. Armée, et assez nombreuse, le gros des troupes avait monté un campement à basse altitude pendant qu'un plus petit contingent continuait de progresser. Sans perdre de temps, les rebelles de Zalan et l'équipage du Cyriella devraient les rattraper avant que la nuit tombe, puis profiter de l'obscurité pour faire un maximum de dégâts. Le petit groupe situé plus haut ne semblait pas être une priorité dans le plan annoncé. Finn, Ciri, Julie et Gluz l'acceptèrent sans y trouver quelque chose à redire. L'attention de la serre-griffe fut palpable quand l'absence d'identification des gradés du cercle fut expliquée. Il ne fallut pas marcher longtemps avant que les arbres ne laissent place à un paysage plus escarpé. De larges sentiers gagnaient rapidement en altitude, offrant un chemin bordé de broussailles et de fleurs bleutées. Les villageois avaient expliqué à Julie et Finn, curieux, qu'ils n'osaient pas braver le mont Roctan, qu'ils croyaient que des esprits le gardaient et qu'ils ne voulaient pas les mettre en colère en bravant leur demeure. Ils laissaient volontiers les étrangers tenter leur chance, bien qu'ils n'en aient quasiment jamais vu se lancer dans l'aventure. « C'est fascinant, » avait avoué Finn. « L'incertitude et le flou semblent nous suivre dans tous les endroits que nous parcourons pour cette quête. J'ai l'impression de fouler des terres anciennes qui ne sont perceptibles qu'au travers du prisme de contes et de légendes, jusqu'à ce qu'on les foule nous-mêmes du pied. C'est grisant. » Julie avait acquiescé également. Il était difficile pour elle de prendre tout de suite du recul sur tout ce qu'ils avaient vécu depuis quelque temps, mais elle sentait parfois que c'était hors du commun. La magicienne rêva secrètement d'un temps où elle pourrait écrire des contes à son tour, où tout ceci serait passé et où d'autres s'émerveilleraient de leurs histoires. « Halte !» Zalan prit soin de ne pas crier suffisamment pour éviter que l'écho de sa voix ne soit porté un peu trop loin. Il signala la présence d'un petit groupe du cercle au détour du chemin qu'ils empruntaient. Quelques rapides ordres furent murmurés, et les rebelles se mirent en action.
Les 3 hommes en armure, sûrement chargés de garder l'endroit, n'eurent pas le temps de défendre leur vie. Zalan s'avança vers eux, en captant leur attention l'espace de quelques secondes, pour que 2 éclaireurs se faufilent derrière leurs ennemis avant de leur trancher la gorge, usant d'un espace non protégé par le métal, entre le bas de leur casque et le haut de leurs épaulières. L'opération laissa une forte impression sur l'équipage du Cyriella. Les éclaireurs avaient agi à une vitesse stupéfiante. Nous ne devons plus être loin du premier plateau. La présence de ce premier groupe du cercle nous l'indique clairement. Installons-nous dans ce labyrinthe de roches, restez discrets mais reposez-vous. Nous reprenons dès que le soleil se couche. En parlant, Zalan avait indiqué le flanc de la montagne qui grimpait juste à côté d'eux. Véritable puzzle de rochers, de buissons et de petits renfoncements dans la pierre, celui-ci... Ah, la page colle, désolé. Véritable puzzle de rochers, de buissons et de petits renfoncements dans la pierre, celui-ci offrait une cachette parfaite pour l'après-midi. L'altitude que l'escadron de rebelles avait prise révélait une nouvelle façon d'observer le paysage. Des pans de brume se laissaient porter au rythme du vent autour de la verdure de l'île et estompaient les couleurs et les formes. Conjugués au son de la douce brise qui soufflait sur les étendues ouvertes de la montagne, tous ces éléments offrirent une sensation de sérénité à leurs spectateurs. Le chef avait vu juste. Le campement du cercle se situait à une centaine de mètres plus haut sur un plateau traversé par une rivière tranquille, coiffée de petits amas de hautes herbes. Toujours cachés par le paysage accidenté, les rebelles observèrent attentivement l'organisation de leurs ennemis. Une tente plus grande, d'une couleur cramoisie et ornée d'un drapeau au motif circulaire, fut rapidement signalée. Les plus gradés s'y reposaient sans doute. Des lumières nourries par des flammes situées à l'intérieur faisaient danser des ombres et d'imprécises silhouettes sur le tissu rouge. Nous avons encore perdu un navire plus à l'est. Nous perdons clairement notre temps. Je ne comprends pas l'emprise que Vénilien possède sur le chancelier. Poursuivre cette légende et ses gemmes est inutile et gaspille notre temps. Nous avons largement la force de continuer à étendre l'emprise du cercle de fer. Une femme aux cheveux naturellement bouclés, mais attachés à l'arrière de sa tête, à l'aide d'un anneau doré, perdait patience. Je me disais bien aussi que c'était pas Zalan qui était en train de dire ça. Du coup, je vais reprendre. Nous avons encore perdu un navire plus à l'est. Nous perdons clairement notre temps. Je ne comprends pas l'emprise que Vénilien possède sur le chancelier. Poursuivre cette légende et ses gemmes est inutile et gaspille notre temps. Nous avons largement la force de continuer à étendre l'emprise du cercle de fer. Une femme aux cheveux naturellement bouclés, mais attachée à l'arrière de sa tête à l'aide d'un anneau doré, perdait patience. Effectuant les 100 pas autour d'une grande table pourvue de nourritures et de boissons, un homme robuste en armure, au visage balafré, qui témoignait de nombreuses batailles, tentait de la calmer. « Les gemmes existent, bien que le résultat de leur utilisation est encore très hasardeux. »« Hasardeux » coupa la femme. « Dois-je vous rappeler le véritable carnage de l'Humélia ?»« Justement. » Le guerrier parlait calmement, sûr de lui et de ses propos. « Si ce carnage est contrôlé, cela nous épargnera de considérables efforts et nous offrira des solutions à bon nombre de soucis. Nous n'avons toujours pas réussi à implanter de tête de pont à Kervéen. S'il existe un pouvoir supérieur, une magie ancienne et oubliée, ou quoi que ce soit qui permettrait d'asseoir une suprématie définitive sur le monde, cela doit tomber entre nos mains. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit au hasard, général. » La gradée se calma visiblement à l'évocation des échecs que pouvait connaître le cercle en certains endroits. Elle s'assit de nouveau pour attraper une grappe de raisin. Au milieu des victuailles se situait un petit dispositif finement ouvragé et maintenu en place par un élégant métal au reflet d'or et de précis rouages. L'objet disposait d'un cadran de verre semblable à celui d'une montre à ceci près que celui-ci produisait une lueur chancelante. C'est un changement de comportement dans cette luminosité qui coupa court à l'échange entre l'homme et la femme. La lumière avait changé de sens et brillait vivement. « Qu'est-ce qu'il se passe ? Zalan, il y a du mouvement !» Ciri indiqua une tente particulière, mais bientôt l'ensemble du campement se mit à bouger. Comme prise d'un vent de panique, toutes les forces du cercle se mettaient en branle. Bientôt, seul le souffle de la nuit se fit entendre. « Où sont-ils partis ?» interrogea Julie. « Aucune idée. Peut-être que quelque chose ne se déroule pas comme prévu plus haut. Une chance qu'il ne soit pas venu de notre côté. » Zalan, d'un mouvement de tête, envoya 2 éclaireurs faire le tour du plateau. Rien. Tout semblait désert. Le chef chuchota les prochains ordres. « Soyez prudents. Fouillons tout ce que nous pouvons.
Récoltons un maximum d'informations. Aucune arme ne fut trouvée, mais quelle que fût la raison du départ soudain des soldats, elle devait être convaincante. Les repas abandonnés sur le feu ponctuaient régulièrement les découvertes du groupe rebelle à mesure qu'il avançait de temps en temps. Le chef indiqua à l'équipage du Cyriella de le suivre en direction de la plus grande. Il ne fallut pas longtemps pour que le groupe apporte une conclusion à leur manœuvre. C'est incroyable. C'est comme si quelque chose les avait sauvés de notre venue. Ils sont partis avec leurs armes en ne laissant que de la nourriture et des affaires sans intérêt. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on devrait se casser au plus vite. On dirait le genre de blague que je faisais à Cascadine, expliqua Glouze dont les yeux rouges exprimaient une certaine inquiétude. Un hurlement rapidement étouffé parvint depuis l'extérieur. Un homme rentra avec hâte dans la tente. Chef, nos éclaireurs ne donnent plus de nouvelles. On nous attaque. Le cercle est tout autour du campement. Ils sont revenus. Ciri dégaina son épée. Finn fit de même. Le groupe se précipita hors de la tente. Une voix lointaine sembla crier un ordre. Le ciel s'éclaircit comme lors du passage d'une comète. Un immense boulet enflammé parcourut les airs en direction du campement. Sur le point de faire plusieurs victimes du côté des rebelles, celui-ci se figea avant d'exploser dans un tumulte ahurissant, libérant des dizaines de petits morceaux en pleine combustion. Julie baissa ses mains et expira. « S'il y en a plus qui arrivent, je ne saurais pas tous les arrêter. » Le chaos s'empara du plateau. Dans une position de force, les soldats du cercle de fer s'élancèrent contre les rebelles. Ceux-ci, expérimentés et préparés pour ce genre d'événement, luttèrent avec férocité en rendant coup pour coup. Une véritable bataille éclata. « Il faut qu'on se replie, Zalan. On ne sait pas combien ils sont exactement. Si on continue de se battre de cette façon, nos pertes seront bien trop douloureuses. » cria Finn au chef, alors qu'il venait de mettre fin au jour d'un hallebardier du cercle qui n'était visiblement pas prêt à tomber sur un adversaire aussi vif. Zalan se débarrassa de son adversaire avant de répondre. Celui-ci se mouvait avec agilité et tentait, à l'aide d'une dague, de mettre le colosse au tapis. Une seconde d'inattention signa la fin du combat. Le bras droit du chef des rebelles frappa vigoureusement à la tempe, puis profita de la chute de l'homme au couteau pour asséner un coup de hache fatal. « Je suis d'accord, battons en retraite. Tous ensemble, nous arriverons à percer une brèche pour nous regrouper. »« Vous n'irez nulle part, vermine rebelle !» Un soldat du cercle tenait Zalan en joue de son mousquet. Il pressa la détente et sa tête explosa. Glouze gémit de dégoût. Trop petit pour être perçu dans le feu de l'action, il s'était faufilé entre les jambes du soldat et avait tapé avec force sur la main de celui-ci juste avant la détonation. La cible avait rapidement changé de Zalan à la propre tête du tireur. Julie parvint à arrêter un nouveau boulet enflammé. Échauffée et sans l'effet de surprise qui l'avait obligée à agir avec hâte, elle renvoya cette fois l'imposante munition vers le camp adverse, dans la direction où les rebelles souhaitaient effectuer une percée. Sa manœuvre fut destructrice et ôta la vie de bon nombre de soldats. Des ordres furent hurlés pour que tous se chargent dans cette direction afin de sortir du guet-apens. Ciri et Finn, dos à dos, expédièrent de nouveaux adversaires avant de s'assurer que le reste de l'équipage se portait bien et se précipitèrent vers la brèche. Zalan et Glouze, en avance sur le reste du groupe, parvinrent à sortir du campement en compagnie d'une majorité de rebelles. Sur le point de faire de même, un éclair bleu s'abattit devant Julie, la manquant de peu et mettant fin à sa course. « Je ne sais pas lequel d'entre vous porte la relique, mais il serait sage de nous la donner prestement. » La femme en robe s'avança de derrière une tente, une paume de main levée vers le ciel. Le guerrier vétéran du cercle se tenait à ses côtés. Il observa Ciri et Finn, non loin de la magicienne. « Voilà la fille Sergriff. Vénilien sera heureux de la prendre. » Les craintes de Ciri se confirmèrent. « Où est-il? Qu'on en finisse !» cria-t-elle. « Quelle fureur! Il ne plaisantait pas. Malheureusement, Vénilien est occupé plus haut, par de plus importantes affaires qu'une sœur hystérique. Mais trêve d'histoire de famille, vous devriez écouter la dame. » Pendant qu'il parlait, Julie fit un signe de tête à Finn et l'accompagna de quelques mots. « File avec le fermoir. Ils ne savent pas de quoi Ciri et moi sommes capables. Mieux vaut ne pas prendre de risques. » Finn voulut protester, mais le temps lui manquait cruellement. Pardon, je me suis encore trompé de perso. « File avec le fermoir. Ils ne savent pas de quoi Ciri et moi sommes capables. Mieux vaut ne pas prendre de risques. » Finn voulut protester, mais le temps lui manquait cruellement. « Soyez prudente et faites vite. On gagnera un maximum de temps en empêchant les soldats ennemis de vous encercler de nouveau. » Le capitaine du Cyriella reprit sa course pour rejoindre le reste des rebelles.
L'homme du cercle de fer observa une petite machine qu'il tenait dans le creux de sa main. La lumière que produisait celle-ci pointa dans la direction de Finn lorsqu'il s'éloigna d'eux. Puis, à son grand étonnement, elle clignota et sembla imprécise avant de regagner en vivacité et de pointer la magicienne du Cyriella. « Comme c'est curieux !» L'homme interpella d'un regard sa collègue en robe pour lui faire part du changement de comportement de l'objet. Julie, qui l'avait remarqué, fut profondément intriguée. L'équipage s'attendait à ce que le cercle trouve un moyen de pister les pierres de la même façon que le fermoir de la déesse. La scientifique de Lumélia avait brièvement fait mention de cette technologie lors de leur visite à la cité volante. Mais la fille de Joseph ne comprenait pas pourquoi le dispositif la désignait maintenant elle. « Intéressant. Qui es-tu, jeune femme ?» Julie perdit patience. « Assez parlé. Vous allez payer pour la mort de mon père. » D'un geste de la main, la magicienne du Cyriella souleva des pans entiers du sol pour les jeter sur ses ennemis. Les projectiles de roche explosèrent un à un, juste avant d'atteindre leur objectif. La femme du cercle de fer avait effectué des gestes méthodiques en murmurant des incantations, stoppant in extremis l'attaque qui lui était portée. Sous la violence du moment, ses cheveux s'étaient détachés et son corps était secoué par de profondes respirations. Le sortilège avait créé un trou conséquent entre les membres du Cyriella et ceux du cercle. Ceux-ci se jaugèrent un instant, ne sachant s'il fallait reprendre la bataille ou battre en retraite. Le gros des troupes nourrissant le conflit s'était éloigné du campement. Finalement, ce fut la générale et le guerrier qui prirent la décision de faire demi-tour et qui disparurent rapidement de vue. « Qu'est-ce qui vient de se passer, Julie ?» interrogea Ciri, toujours en posture de combat. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien non plus. En tout cas, si leurs meilleurs mages ressemblent à cette harpie, je n'ai pas trop de soucis à me faire concernant mon niveau. » Ciri afficha un sourire satisfait. Elle éprouvait un profond respect pour l'art magique qu'exécutait les Julie. Elle souhaita ne jamais devoir se retrouver du mauvais côté de ses sorts. La magicienne reprit. « Viens, rejoignons les autres plus vite. »« Je ne vais pas vous suivre. Je vais poursuivre Vénilien. S'il est bien en direction du sommet de la montagne, il ne doit pas être accompagné de beaucoup de personnes, et je ne veux pas lui laisser plus d'avance. J'ai besoin d'en finir avec lui. »« Tu en es certaine ? Nous sommes là pour t'aider, tu sais. »« Oui, j'ai besoin de faire ça seul. Je vous rejoindrai au village dans 2 jours, au crépuscule, que j'ai réussi à le retrouver ou non. Si vous ne pouvez pas attendre là-bas, je le comprendrai parfaitement. Laissez-moi juste un signe, quelque chose. » Julie attrapa Ciri dans ses bras et la serra vivement. « Fais bien attention à toi, Ciri. » Surprise, la Sagriffe ne trouva pas de mots pour formuler une réponse. Et c'est la fin, pour le moment, de la lecture, puisque on n'a pas terminé ce chapitre 3, mais je vais me faire une petite pause pour le bien de mes cordes vocales. Hop. Du coup, phrase pour les timecodes sur YouTube. Nous marquons une courte pause, les amis. Et oui, Sarah, je vois que le personnage de Glues a l'air de vraiment plaire. Moi, je sais que c'est un personnage que j'adore. Et du coup, je me posais la question la fois précédente, la fois passée, je vous avais dit, est-ce que Julien, donc l'auteur, a ajouté le personnage de Glues dans l'équipage au tome 2 parce que dans le tome 1, il avait été apprécié des lecteurs, ou est-ce qu'il en avait déjà l'intention? Et il m'a dit en privé qu'il se rappelait plus dans quel ordre ça s'était fait, mais que c'était un double élan, quoi. Que à la fois, il avait énormément de bons retours des gens sur Glues vis-à-vis du tome 1, et que à la fois lui-même avait pensé à le faire revenir dans le tome 2, et du coup, forcément, ses envies se sont cumulées et on fait que Glues fait partie de l'équipage. Ce qui peut être très intéressant parce que pour le moment il est pas mal effacé, mais ça peut être ultra intéressant parce que c'est un personnage haut en couleur et un personnage assez différent quand même de ce que sont les autres personnages de l'équipage. Finn, il est très très calme, il est plutôt, je dirais pas qu'il est effacé, mais en tout cas il est vraiment très calme. Je pense que ce serait un mot qui le définit bien, calme. Julie, elle est un peu plus enthousiaste, etc. Mais elle est peut-être pas non plus jusqu'à
elle va peut-être pas être aussi folklorique, on va dire, que Glues. Et Siri, justement, elle marque un petit peu plus un côté sérieux, un côté pas refermée sur elle-même, mais voilà, elle se contient un peu plus, quoi. Elle est un peu plus, elle est un peu plus réservée, on va dire. Donc au final, Glue, ça peut être vraiment un élément nouveau dans l'alchimie des personnages qui peut être très très cool. Pour le moment, on l'a pas vu trop trop se déployer. Il a eu une action d'éclat pendant le combat et il a eu bah, du coup cette fameuse anecdote sur sa seule rencontre avec des guerriers du Cercle de Fer, qui était vachement cool cette anecdote. C'était bien de voir Glue aussi justement dans un moment un peu plus sérieux et grave, mais toujours en gardant sa fantaisie. Donc c'était vachement sympa. J'aimais bien je trouvais le dosage bien géré. C'était vraiment cool. Et ouais, je sais pas si j'ai grand chose à dire sur ce qu'on vient de lire, dans le sens où c'est dans la lignée de ce qu'on a lu précédemment, c'est dans la lignée de ce qu'on avait lu un peu dans le tome 1, etc. Je trouve que ça reste bah, de niveau équivalent, de niveau égal, ça reste cohérent. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup à ajouter parce que après, si on compte les lives du tome 1, je pense que j'ai déjà fait au moins peut-être 7 lives, un truc comme ça, 6 ou 7 lives sur cette saga. Donc forcément, après, je vais me répéter. Mais ouais, non, je trouve que c'est toujours d'un niveau très cool, très sympathique. Euh, J'ai deux, trois petits trucs où j'étais en mode attends. Genre, il y a eu le truc avec sa tête explosa, où j'étais en mode quoi? J'étais en mode quoi? La tête de Zalan elle explose là comme ça? Et en fait, c'était un trick, donc ça, c'était un trick, donc ça, c'était vachement bien fait, je trouve. Même si je tique un peu parce que je suis en mode ah ouais, je trouve que c'est une action presque un peu exagérée. Je suis en mode comment Glues il peut donner un coup suffisamment fort pour que le mec qui vise un gars avec un gun, il fasse paf. Je suis en mode wow. Genre vraiment, faut le faire quoi. Donc du coup, j'étais en mode eh. En fait, je pense que bah moi je pense avoir compris pour le coup Sarah, parce que du coup je pense que c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer. Mais j'ai bien aimé justement, je pense que c'est volontaire de la part de Julien de nous prendre au dépourvu en faisant une construction de phrases qui te laisse penser que c'est la tête de Zalan qui va exploser. Et en fait, rétrospectivement, de t'expliquer que en fait, c'était la tête du gars qui visait. Donc du coup, ça, dans la construction purement c'est pas grammatical, dans la construction purement bah, stylistique, entre guillemets, je trouve que c'était bien fait, parce que l'effet de surprise fonctionnait. Par contre, dans la logique de ce qui est possible, j'étais en mode, waouh, ça me paraît dur quand même. Ça me paraît dur qu'un mec qui est en train de viser comme ça en avant, il prenne un coup par-dessous et il en arrive à faire paf. Bah ouais, ça me paraît un peu gros. Mais bon, ça ressemble à une action d'éclat qu'il pourrait y avoir dans un jeu de rôle, et du coup, je suis en mode, dans l'ambiance jeu de rôle, c'est fun et c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu gros. Donc voilà, je suis mitigé parce qu'à la fois je trouve ça cool et à la fois je trouve ça un peu gros. Euh, Après, il y avait autre chose que je m'étais dit. Ouais, j'aime bien, j'en parlais la fois passée, du fait que tous les personnages aient des duos entre eux. J'aime bien le fait que de nouveaux duos se créent. Apparemment, Glues et Tic, juste parce qu'il a le même prénom que son cousin, enfin bon, bref, mais Glues et Tic qui forment un nouveau duo, je trouve ça sympathique. Euh, le, le duo Julie-Siri qui est un petit peu remis en avant là sur cette fin de chapitre, je trouve ça très très cool également. D'autant que toutes les deux bah, ont perdu un membre de leur famille à cause du cercle de fer, donc je trouve ça assez stylé qu'il y ait ce lien qui les unisse et qu'elles soient tous les deux en position de femme forte qui va pas se laisser faire et qui va se rebeller, enfin pas se rebeller, mais se tenir debout face au cercle de fer. Donc ça, je trouve ça très cool. Euh, C'est ça. C'est le genre de truc qui n'arrive qu'une seule fois dans une partie avec un super G2D. Ouais, c'est ça. Ça sent un peu
ça sent un peu la réussite critique, mais, euh, mais on va dire que ça pousse le curseur de la fantaisie un peu plus loin, je trouve. Je trouve que c'est pour ça que ce truc-là, à la fois je le trouve très cool et à la fois je suis mitigé. C'est que je me dis, ah, c'est à la limite d'être trop fantaisiste pour l'univers, je trouve. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire encore? Hmm. Oui, oui, alors par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Parce que c'était pas un connard, Zalan, à la base? Parce que je vous rappelle que avant ce bouquin, enfin, au début de ce bouquin, il y a un prologue. Et que dans le prologue, on nous parle de Zalan. Et moi, j'étais en mode, je sais pas, j'ai peut-être fait un. J'ai peut-être fait un amalgame, j'ai peut-être mal compris. Mais dans ma tête, le chancelier Heydrich et Zalan, c'était la même personne. Donc je sais pas, j'ai peut-être fait un amalgame, je sais pas si je l'avais fait au moment de la lecture ou si je l'ai fait rétrospectivement. Mais, euh, mais du coup, je suis en mode, hein? Enfin, ça m'a vachement étonné la position de Zalan et tout ce qu'explique Zalan maintenant à l'équipage du Cyriella. Parce que dans ma tête, Zalan, c'était le chancelier. Dans ma tête, Zalan, c'était le méchant. Enfin, ouais, je sais pas. Euh, Ouais, mais non, en plus, ça a pas l'air d'être ça, parce que là, je relis des mots de l'intro, du prologue, et il est en mode Zalan, c'est le poteau, etc. Ouais, non, non, en fait, non, non, dans le prologue, il parle bien de Zalan comme du bro. Enfin, comme du bro. Non, je vais pas commencer à dire bro, vu qu'il y a vraiment une histoire de frère, sinon on va plus rien comprendre, mais comme d'un allié. Et ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je les ai mêlés dans mon esprit. Je sais pas pourquoi. Zalan et Edric, je les ai mêlés dans mon esprit a posteriori, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà. Ça m'a un peu perturbé pendant la lecture, mais c'est juste moi qui ai fait une bourde. Donc voilà, j'essaie de les redétacher dans mes méninges et de me dire que Zalan c'est un allié sincère contre le chancelier Heydrich. Ok. Mais ouais, il y a un peu plus de grande envergure qui entre en scène, ce qui peut être aussi assez sympa, avec le grand groupe de Zalan, avec les grands groupes du Cercle de Fer. Je trouve le personnage du mec robuste là dont on nous parle et de la femme avec les cheveux bouclés, je crois, assez sympathique aussi. Ils ont l'air un peu badass. C'est cool aussi d'ajouter des figures de méchants un peu cool. Donc, enfin de méchants. C'est jamais aussi simple que méchant gentil, mais quand même on est plutôt sur un univers où on nous présente les cercles de fer assez clairement comme les méchants. Et donc ouais, je suis assez impatient de voir aussi peut-être, comment dire, un peu plus de l'organisation de la société. Je sais pas trop si ça sera le cas, mais j'aime bien qu'il y ait des plus grands groupes qui entrent aussi dans la danse, plus grands que simplement l'équipage. Donc ça, c'est assez sympathique aussi. Et va-t-il y avoir le combat avec Vénilien, la rencontre avec Vénilien déjà? J'aurais vu ça plus tard dans le roman, pour être franc. Après, je sais pas comment Julien a structuré son histoire, mais je m'attendais à le voir plus tard. On va le découvrir, on va le découvrir. Si ça se trouve, c'est une fausse piste et il sera pas du tout là. Mais on va certainement le découvrir avec cette fin de chapitre. Anyway, allez, on est reparti parce que sinon, je vais me répéter, ça sera pas très utile. Hop, on rechange de scène. A plus Sarah, merci d'être passé. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée.
Et bonne écoute à toi à la rediff. Bonne écoute à tous ceux qui me regardent en live. Et bonne écoute à tous ceux qui me regardent sur YouTube. La partie qui nous reste à lire ce soir est un petit peu plus courte, mais ça devrait durer à peu près le même temps en vérité. Bref, on est y part. Chapitre 3, suite et fin. Sur le chemin du retour, Julie croisa un soldat du cercle qui fit la terrible erreur de prendre un instant pour réfléchir à sa prochaine action. Un sortilège de gravité, bien connu de la femme, le fit s'écrouler sur lui-même. Un rapide coup d'œil en arrière permit à la magicienne d'observer le chaos qui s'était emparé du plateau. Les tentes et les hautes herbes brûlaient, et la rivière était en partie devenue pourpre. Julie atteignit rapidement, plus bas dans la montagne, l'endroit où elle et le reste du groupe rebelle s'étaient reposés plus tôt dans la journée. Finn l'attendait avec impatience. Je commençais à m'inquiéter sérieusement. Nous étions prêts à revenir vous chercher, Gluz et moi. Attends, où est Ciri? L'homme afficha une certaine anxiété lorsque la magicienne lui expliqua la situation. Elle s'en sortira, j'en suis certaine, et nous ne partirons pas d'ici sans elle. Ciri nous rejoindra au village dans 2 jours, à la tombée de la nuit. Écoutant la conversation, Zalan grommela. Je ne peux pas vous assurer que nous soyons encore dans le coin d'ici là. Nous avons bien failli nous faire botter les fesses tout à l'heure, mais les forces du cercle ont toutes battu en retraite. Un peu comme nous. Heureusement nos pertes sont minimes. D'ailleurs c'est grâce à toi, Julie. Je me dois te remercier au nom de tout le monde. La magicienne hocha la tête. Je n'ai fait que mon travail. Elle s'adressa de nouveau à Finn. Comme on craignait que ça se produise, l'ennemi dispose aussi d'un moyen de pister les pierres, mais au moins ça n'a pas l'air très fiable. La lumière de leur dispositif a complètement déraillé tout à l'heure. On risque de les trouver sur notre chemin plus que d'habitude. Je rêve du jour où je pourrai vivre sans avoir à m'inquiéter de leur rencontre. Nous devrions pouvoir camper ici, interrompit Zalan. Il nous reste assez d'éclaireurs pour nous tenir informés du moindre danger, et je prendrai moi-même quelques tours de garde cette nuit. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Interrogea Gluz, qui écoutait toujours chaque conversation. Pendant qu'ils sont tout là-haut, on va tenter de trouver leur navire. Si on peut les saboter, il se pourrait bien qu'ils restent coincés ici un bon moment. Ça nous donnera pas mal de temps pour poursuivre nos opérations ailleurs. Et si tout se passe correctement, on pourra vous accompagner jusqu'au village pour le retour de la Sergriffe. Pas très rassuré par le fait de demeurer dans les montagnes pour la nuit, Finn se réconforta en se disant que les hommes du cercle devaient sûrement ressentir la même chose. Hé Finn, viens par là avec Natacha, on a trouvé un chouette coin. Gluz déplaça quelques cailloux pour improviser des assises, et l'équipage du Cyriella s'installa dans une petite cavité à l'abri. Finn se remémora la conversation qui venait de se dérouler et sortit le fermoir pour vérifier que leur objectif demeurait en altitude. C'est cassé? Le gobelin écarquilla les yeux et approcha son nez de la relique en se déplaçant autour. Ça te pointe toi, Natacha? T'es une pierre? Tu me l'avais jamais dit? Finn et Julie s'échangèrent un regard inquiet. Le fermoir a le même comportement que l'objet que possédait ce guerrier du cercle. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Peut-être que quelque chose s'est déroulé là-haut et ça aurait perturbé la façon dont tout ça fonctionne. Pourquoi ça te pointerait toi? L'homme observa avec attention l'objet qu'il tenait, comme s'il attendait qu'un événement se produise pour répondre à ses interrogations. Il réalisa quelque chose qui fit naître un frisson dans tout son corps. Julie, est-ce que ça veut dire que le cercle possède un moyen de te traquer en permanence? N'étant pas encore parvenu à cette conclusion, Julie porta sa main sur bouche, en proie à une profonde inquiétude. Oh non, et nous ne savons même plus où aller. La température chuta quelque peu. La nuit ainsi que l'altitude accentuaient le froid que pouvaient ressentir les personnes assez braves pour gravir le mont Roctan. Bien que Ciri pouvait désormais observer la chaleur que produisait son souffle, les conditions restaient supportables. Excitée et stressée par la situation, la femme encapuchonnée ne subissait pas encore l'emprise que la fatigue tentait d'asseoir sur elle. Elle marqua une pause dans sa progression lorsque le chemin lui offrit une petite corniche disposant d'une formidable vue sur les alentours. Un arbre pousserait là, sur la paroi rocheuse, contre toute attente. Son feuillage, au premier plan de la peinture céleste qu'observait la Sergriffe, créait une ombre surréaliste. Comme si un gigantesque tronc, paré de ses branches et de ses feuilles, avait poussé à même la voûte céleste au milieu des étoiles.
Un étrange son lointain, déformé par les montagnes, parvint jusqu'aux oreilles de Ciri. Inconnu mugissement d'une créature perdue quelque part dans l'immensité de l'endroit, il transporta l'esprit de la femme à quelques fantasques explications. La Sergriffe reprit quelques minutes plus tard conscience de son objectif et reprit son ascension. Elle dut parfois grimper pour progresser, mettant à l'épreuve tous les muscles de son corps qui commençaient à exprimer leur douleur. Transportée par l'effort continu et par son implacable motivation à retrouver son frère, les heures passèrent sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors que la nuit mourait petit à petit sous les premiers rayons du soleil, un nouveau plateau se déploya devant Ciri. Plus petit que celui du campement du cercle, il présentait tout de même un espace suffisant pour s'y reposer, bien qu'il ne disposait pas de source d'eau. Plus loin, un sentier reprenait le chemin vers le sommet et semblait former de nombreux lacets rendus invisibles en plusieurs endroits par de grands rochers pointus. Ciri s'arrêta un instant et souffla. Puis, instinctivement, elle empoigna son épée et plissa les yeux pour scruter efficacement le sentier de l'autre côté du plateau. Elle n'avait pas rêvé. Une silhouette à l'abri bougea légèrement. La femme s'avança avec prudence. Ses bottes s'enfonçaient un peu dans le sol humide. S'il avait plu un peu plus tôt, elle ne s'en était pas rendue compte. Sans mise en garde et sans tenter d'engager la conversation, 2 soldats du cercle bondirent des rochers et se ruèrent sur la deuxième capitaine du Cyriella. Armés de fouets, ils mirent à l'épreuve l'agilité de cette dernière. Un premier bond sur la droite, puis une glissade dans l'autre sens, lui permirent d'esquiver le premier assaut. Se servant de l'impulsion de son dernier mouvement, Ciri tenta un coup vers la cheville du premier assaillant. Elle fit mouche. Grognant de douleur, il posa un genou à terre, mais sauva sa vie en repoussant la Sergriffe d'un cinglant coup de fouet. Le deuxième adversaire de la femme usa malicieusement du déséquilibre temporaire de sa cible pour lui infliger un douloureux coup de pied dans le torse. Cette dernière tomba dans une flaque de boue. Ses doigts s'agrippèrent à de la terre humide, et dans un mouvement aussi rapide que l'éclair, Ciri se retourna et projeta le contenu de sa main au visage du soldat encore debout. Aveuglé, il ne put voir le coup d'épée qui lui ôta la vie. Un instant plus tard, un nouveau mouvement de lame trancha le fouet du second agresseur. À la merci de la femme aux cheveux noirs, il tenta de bredouiller quelques mots. Sans attendre, la Sergriffe l'empêcha d'en prononcer davantage. Ok. Vous voulez me dire qu'ils peuvent nous tomber dessus à n'importe quel moment maintenant? Tant que Julie est avec nous? Nous n'en sommes pas complètement certains, mais le risque est réel. Zalan était clairement contrarié. Julie, je ne sais quoi faire. Je n'ai pas du tout envie de te laisser à ton propre sort, mais je ne peux laisser le pouvoir au cercle de nous retrouver à tout instant. Je comprends, fit la magicienne. Je ne désire pas non plus mettre en danger vos vies et tout ce que vous représentez. Il est clair que je ne vais pas rester plus longtemps à vos côtés, du moins pour le moment. Je veux pouvoir vous aider dès que vous aurez l'occasion de renverser le cercle. J'espère sincèrement que ce jour arrivera, et que la fille de Joseph sera en effet à mes côtés lorsque le chancelier tombera. Ce ne sera que justice. J'imagine que vous suivrez Julie. Le chef des rebelles tourna la tête vers Glouze et Finn. Bien entendu. Il n'est pas concevable que je la laisse, surtout dans ces conditions. Et où irez-vous maintenant? Continua Zalan. Si j'ai bien compris, ce qui vous sert de boussole ne fonctionne plus. C'est en effet un problème, avoua Julie. Pour ce que ça vaut, je peux peut-être vous donner une piste. Il me semble que des rapports qui datent un peu, je l'avoue, font mention de l'usage de magie étrange et d'une pierre. Je ne suis pas certain de ce que ça peut donner, mais c'est un début de quelque chose pour vous. Mon script personnel s'en souviendra mieux que moi. Voilà ce que je vous propose. Restez tout de même passer la nuit ici. Il serait imprudent de bouger dans l'obscurité. Nous doublerons les effectifs qui réalisent les tours de garde. Au lever du jour, nous partirons vers mon navire et vous aurez toutes les informations dont je vous parle. Puis moi et mes hommes continuerons notre objectif de base, c'est-à-dire saboter les moyens de transport du cercle. Nous devrons alors nous quitter, j'en suis navré. J'apprécie beaucoup, fit la magicienne, bien que je me sente coupable de vous mettre en danger jusqu'à demain. Et puis pour ce qui est de la suite, nous avons parfois fait avec bien moins que des informations incertaines. Si le fermoir de la déesse ne retrouve pas son comportement habituel, le contenu des rapports que vous avez à nous offrir le contenu des rapports que vous avez à nous offrir fera l'affaire. La nuit se déroula sans incident. Aucune présence ennemie ne fut rapportée par les éclaireurs ou par les rebelles chargés des tours de garde. Un peu avant l'aube, l'ordre de lever le camp fut donné.
Rapidement, l'ensemble des hommes et des femmes présentes se mirent à descendre ce qu'ils avaient gravi la veille. Tous furent preuve d'une grande prudence, vérifiant régulièrement qu'ils n'étaient pas en train d'être suivis et qu'une prochaine embuscade ne les attendait pas au prochain endroit qu'ils avaient à franchir. Rien ne fut à signaler. Les forces du cercle semblaient mystérieusement avoir disparu ou ne semblaient plus en avoir après eux. Julie eut une pensée pour Ciri, mais il était trop tard pour agir. Il lui tarda de la retrouver au rendez-vous qu'elle s'était fixé. Zalan mena le groupe dans une petite baie aux falaises abruptes. La forêt jouissait d'une verdure bien plus dense que dans le reste de l'île. Un véritable plafond de branches et de feuilles entremêlées laissait passer quelques rayons du soleil et cachait un bassin où un navire était amarré. Celui-ci était sans aucun doute bien plus conventionnel que le Cyriella, bien que l'équipage de ce dernier fût impressionné par la quantité de canons, de grappins et de harpons qu'ils purent y trouver. Le chef des rebelles alla rapidement chercher celui qu'il nommait son scribe. Un homme, avoisinant la quarantaine d'années, se présenta à Finn, Julie et Glouze. « Enchanté, je suis Kellio. Zalan m'a rapidement parlé de votre quête. Je me dois de vous rappeler que les informations que nous avons au sujet de l'usage d'une pierre, telle que celle que vous cherchez, sont plus qu'incertaines, bien qu'apparemment cela ne vous pose pas de problème. »« Enchanté, Kellio. Je suis Julie, et voici Glouze et Finn, l'un des 2 capitaines du Cyriella. » Le gobelin effectua une petite courbette en soulevant son tricorne. Finn, quant à lui, se contenta d'un hochement de tête. « L'un des 2 capitaines, ce n'est pas très orthodoxe. »« Oui, c'est assez inédit, j'en ai conscience, » continua la magicienne. « Après tout, de ce que j'ai entendu, le Cyriella et tout ce qui l'entoure sont tout sauf prévisibles. Suivez-moi dans ma cabine, c'est là que je range mes documents. » La cabine de Kellio, bien qu'exiguë, était remplie de parchemins, de lettres, de plumes et d'autres ustensiles d'écriture en tout genre. Tout était minutieusement rangé dans des caisses sur lesquelles étaient gravés quelques mots, ainsi que des numéros, afin que le scribe puisse rapidement trouver ce qu'il cherchait. « Je dois vous avouer que j'aimerais disposer d'un bureau digne de ce nom, mais c'est déjà un petit miracle que j'arrive à garder tout ça en état. L'humidité fait parfois des dégâts monstrueux. » Julie ferma les yeux en joignant les mains. Une légère vague de chaleur agréable parcourut la salle. De la vapeur surgit l'espace d'un instant du bois qui composait la cabine avant de disparaître soudainement. Kellio toucha les murs de la main. Ces derniers étaient complètement secs. « Comme je le disais, rien de prévisible. Qu'est-ce que vous venez de faire ? » ?»« C'est comme ça que je garde ma bibliothèque en état sur le Cyriella. Malheureusement, sans quelqu'un d'apte à renouveler ce sortilège, il finira par s'estomper d'ici quelques mois. Mais d'ici là, vous n'aurez plus à vous soucier de l'humidité. » Tentant de comprendre au mieux les mots qu'il venait d'entendre, le scribe se frotta le front de sa main droite. Bien que le fait d'envisager l'existence d'une bibliothèque, quelle que fût sa taille au sein d'un navire, lui semblait abracadabrant. « Eh bien, merci. Quelques mois, c'est déjà énorme. » Kellio se mit alors à fouiller dans l'une de ses caisses. « Bien, ce qui vous intéresse devrait se trouver là-dedans. » Il sortit en quelques secondes plusieurs documents manuscrits. « Vous avez déjà entendu parler du cimetière flottant ?» Un simple regard sur le visage de ses interlocuteurs lui permit d'obtenir une réponse. « Il s'agit d'une île assez éloignée d'ici. Il ne s'agit pas là de son véritable nom. J'ignore si elle en possède un d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'elle est connue. Elle est principalement composée de sépultures et de lieux dédiés au deuil et à l'après-vie. L'endroit fut aménagé de la sorte après une gigantesque guerre navale datant d'il y a plusieurs siècles. Ce gigantesque cimetière semble aujourd'hui avoir été abandonné depuis longtemps. Vous pouvez facilement imaginer que ce n'est pas une destination de rêve, c'est pourquoi elle est évitée par la plupart des marins. D'autant plus qu'aucune ressource intéressante n'y a été trouvée. Les quelques personnes qui daignaient tout de même s'y rendre ont cessé de le faire depuis qu'une sorcière y aurait élu domicile. Sorcière qui utiliserait, selon les rares témoignages, une gemme aux propriétés magiques pour ensorceler les alentours de sa hutte et faire fuir les éventuels gêneurs. Waouh, un véritable petit paradis en effet. J'espère au moins que la sorcière est aussi charmante que Natacha. Le scribe fronça les sourcils en observant Glouze, avant de reprendre. J'insiste sur le fait que rien de tout ceci, si ce n'est l'existence de l'île, n'est à prendre complètement au sérieux. Pour tout vous dire, je tire ces informations d'un journal de bord d'un navire ayant fait escale là-bas. Le marin chargé de tenir ce document était sans doute sous l'emprise de l'alcool. Un long voyage en mer, de la boisson et un paysage macabre. Tout est réuni pour faire gambader l'imagination de quelques hommes épuisés. Comment peut-on s'y rendre? Disposez-vous de coordonnées ou de quelque chose comme ça? Interrogea Finn. Précisément. Donnez-moi un instant.
Kelio saisit une plume qu'il trempa dans un petit flacon d'encre noire avant d'inscrire quelque chose sur un modeste parchemin. Il examina ensuite une autre caisse d'où il sortit une carte. Rendez-vous ici, dit-il en pointant du doigt un endroit précis. C'est là que se trouve le cimetière flottant. Il n'est pas indiqué sur des cartes conventionnelles, mais vous arriverez à le trouver sans trop de soucis, je n'en ai aucun doute. Merci beaucoup, Kelio. C'est plus qu'on ne pouvait espérer. Julie afficha un sourire à moitié convaincu, remercia une nouvelle fois l'homme lettré avant de quitter sa cabine, et remonta sur le pont en compagnie de ses amis. Zalan les y attendait. Alors, vous allez partir à la recherche de cette pierre? On va d'abord attendre le retour de Ciri et on avisera avec ce qu'elle a appris au sommet du mont Roctin. Que ce soit la gemme de Vénilien ou une autre, avant que le fermoir de la déesse ne se dérègle, il indiquait clairement la présence de l'une d'elles. Eh bien, courage, Finn. Le chef rebelle se tourna vers Julie, qui l'étreignit brièvement. Je suis si heureux d'avoir rencontré la fille de Joseph et de Sian. Vraiment, tu lui ressembles tant. Il marque une pause, où tous s'observèrent. D'autres mots voulurent sans doute être prononcés, mais aucun d'entre eux ne les jugea assez justes, et chacun était trop préoccupé par la situation pour trouver l'énergie d'en formuler de plus pertinents. Zalan conclut alors les au revoir. Puissiez-vous retrouver Ciri en bonne santé. De notre côté, nous allons poursuivre notre mission initiale. La lutte contre le cercle est encore loin d'être terminée, et au vu de leur récent intérêt pour votre quête ainsi que pour ce qui se trouve derrière les limbes, il ne fait aucun doute que nous nous recroiserons. Parviendrez-vous à retrouver le village en partant d'ici? Julie acquiesça, et le groupe descendit du navire. Alors qu'il était sur le point de quitter la baie et de pénétrer de nouveau dans la forêt, l'équipage du Cyriella perçut les voiles du bateau être descendues, avant que celui-ci ne reprenne doucement la mer. Ciri posa les mains sur ses genoux légèrement fléchis. Plusieurs minutes lui permirent de reprendre son souffle. Autour d'elle s'étendait un véritable océan de nuages et de brumes. Haut dans le ciel, les rayons du soleil flirtèrent avec la peau de la cergriffe d'une douce caresse chaleureuse. Un ultime passage la séparait de ce qui devait être la fin du mont Roctin. Plus rien ne l'avait surpris durant la dernière partie de son ascension. Elle songea un instant aux mythes entourant l'île et les jugea décevants. Un étroit espace entre deux murs de roche à la surface accidentée lui permit de terminer sa progression vers le sommet. Alors qu'elle était sur le point d'agripper la dernière prise de la voie de pierre, Ciri perçut un léger vrombissement. Un ultime effort lui permit de se hisser sur le plateau qui constituait l'endroit le plus élevé de la montagne. Son rythme cardiaque s'accéléra. Sur sa droite se trouvait un dirigeable dont le moteur était sans doute responsable du bruit qui naquit un peu plus tôt. Deux personnes se tenaient à ses côtés, observant une troisième, placée plus loin au bord du vide. La femme les reconnut tous les trois. La magicienne et le guerrier, qu'elle et Julie avaient affrontés plus tôt, attendaient Vénilien, quoi qu'il était en train de faire. Celui-ci se tenait debout, entre les arceaux détruits de ce qui avait dû être un jour une arche. Ses cheveux noirs, plus longs, étaient coiffés et attachés avec soin en une queue de cheval. Il n'était pas difficile de deviner le lien de parenté qui le liait à Ciri lorsqu'on observait son visage. Bien qu'un mystérieux air, produit par la subtile conjugaison d'une légère fossette sur sa joue droite et de son regard, donnait l'impression qu'il avait en permanence conscience de quelque chose ignoré par tous les autres. Trop richement vêtu pour une occasion comme celle de l'escalade d'une gigantesque montagne, il portait à la ceinture une lame qui ressemblait à celle que possédait Ciri. Une étonnante pierre était pendue à son cou par une fine chaîne d'argent. Devant lui ne se trouvait rien d'autre qu'une étendue blanche et infinie. « Il n'y a rien de plus ici. Repartons. » Le fils Cergriffe se tourna vers ses collègues du Haut Conseil du Cercle de Fer. Il aperçut sa grande sœur. Quoique, finalement, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. À ces mots, les deux membres du Conseil firent face à Ciri sur le point d'engager le combat. Laissez-la venir. Elle a sûrement 2 ou 3 choses à me dire. À la réflexion, n'intervenez pas, quoi qu'il se passe. Ciri jaugea un instant ses 2 premiers adversaires avant de conclure qu'ils allaient obéir aux ordres de Vénilien. Elle porta son regard sur ce dernier. La femme se sentit bouillonner. Elle essaya d'abord en vain de trouver quelque chose à dire. Lui demander les raisons de tout ce qu'il avait fait semblait aujourd'hui sans intérêt. Il connaissait les horreurs dont il était responsable. Elle trouva finalement la force de formuler quelque chose, bien qu'à la pensée d'Éonore,
Ses yeux s'humidifièrent et sa voix se serra. « As-tu toujours été comme ça, Vénilien? Est-ce que tu planifiais tout depuis le début ?» L'homme pouffa. « Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je te hais. La situation est aussi simple que de prononcer ces 3 mots. » Pourquoi Éonore? Pourquoi elle? Elle n'avait rien en commun avec nous deux, si ce n'est qu'elle me ressemblait beaucoup. Elle incarnait le meilleur espoir que notre famille avait de sortir de tout ce qu'on détestait étant enfant. Des larmes coulaient sur les joues de Ciri. Parce qu'elle était le meilleur moyen de te mettre à genoux. Mais je crois que j'ai assez joué avec toi. La Sergriffe s'essuya rapidement les yeux à l'aide de sa cape et saisit son épée avant que son frère ne fasse de même. Il semblerait qu'on arrive à tomber d'accord, pour une fois. La femme se servit de toute sa rage pour s'élancer avec force et vitesse vers son adversaire. Celui-ci para méticuleusement le premier assaut. D'autres suivirent sans qu'il ait un instant de répit. Les lames s'entrechoquèrent rapidement. Vénilien perdait du terrain à chaque coup et fut sur le point de perdre son équilibre. Une boule de feu parcourut les airs et vint s'écraser sur le sol juste entre les deux épéistes, interrompant leur premier échange. « Oh oh! Je n'en attendais pas moins de toi, grande sœur. » Il jeta un regard noir à la magicienne du cercle. « J'ai dit n'intervenez pas !» Visiblement amusé, il se mit à tourner autour de Ciri avant de mener à son tour l'offensive. D'une maîtrise de l'escrime impeccable, mais qui demeurait académique, il porta une série de coups qui ne touchèrent pas une seule fois. La Sergriffe riposta à l'un d'eux en se déplaçant avec aisance et légèreté sur la droite de son adversaire, et parvint à blesser le bras fort de celui-ci du bout de son épée. Vénilien eut le visage déformé brièvement par la douleur. Quoi qu'il ressentît, il produisait des efforts pour ne pas l'afficher. « Alors, c'est tout ce que tu as, Vénilien? Un vague contrôle de tes émotions et de piètres compétences !» hurla Ciri. « Devrions-nous parler des tiennes? Et pour répondre à ta question, bien entendu que j'ai autre chose dans mon sac. Ciri, le temps où je perdais contre toi est passé. » Le Sergriffe sortit d'une de ses poches une petite sphère métallique qu'il jeta sur sa sœur. Un arc électrique, suivi de dizaines d'autres, surgit du dispositif. Ciri sentit une violente décharge la parcourir. La sphère se mit à planer autour d'elle en réitérant régulièrement ses attaques. La femme voulut en finir avec son adversaire, mais ses mouvements étaient considérablement ralentis par l'effet de l'objet en lévitation. Trop vif, il était impossible pour elle de le détruire. Vénilien jubilait. « Adieu, Ciri !» Ne pouvant plus compter sur son agilité, la Sergriffe fut obligée d'anticiper chacun des élans offensifs qui lui furent portés. Elle parvint avec difficulté à parer les premiers, avant que son adversaire enchaîne l'un d'eux avec un violent coup de poing qu'il porta au visage. Ciri tomba sur le sol, à quelques centimètres du vide. Ne marquant plus de pause, son frère s'avança avec la ferme intention de lui ôter la vie. Elle tendit son épée pour bloquer un nouveau coup. Pas assez rapidement. La lame de Vénilien lui trancha le bras. Elle hurla de douleur et se recroquevilla partiellement. L'homme lui saisit la gorge pour la forcer à le regarder. « C'est donc à ça que ressemble la défaite. Personne n'est invincible. » Les battements du cœur de Ciri n'avaient jamais été aussi intenses. Sa vision, rendue floue par la douleur et les larmes, ne lui permettait plus de percevoir correctement les alentours. Elle sentit le vent lui parcourir le visage. Le soleil brillait toujours intensément. Sur le point de perdre la vie, elle se sentit anéantie par un flot d'émotions incontrôlables. La déception, la tristesse, la colère. Il n'est pas question d'attendre ici 2 jours en me tournant les pouces tout en ne sachant pas ce que devient Ciri. Julie, visiblement gênée, tombait d'accord avec les propos de Finn. Du coup, je me suis trompé de personnage. Mince. Il n'est pas question d'attendre ici 2 jours en me tournant les pouces tout en ne sachant pas ce que devient Ciri. Julie, visiblement gênée, tombait d'accord avec les propos de Finn. La magicienne était préoccupée par le sort de son amie et regrettait déjà vivement de l'avoir laissé partir seule après la bataille du campement. La Sergriffe pouvait cependant venir comme prévu au rendez-vous fixé. Consciente de cette possibilité, Julie ne voulait pas manquer son éventuelle arrivée. « Maintenant que tu connais le village, si on ne la trouve pas aujourd'hui et demain, tu peux très bien faire un de tes tours, là. Tu pourrais faire un portail pour qu'on revienne, non ?» suggéra Glouze. La femme acquiesça et ne perdit pas plus de temps. « Allons-y. Nous progresserons bien plus vite qu'en compagnie des rebelles. Je peux maintenir quelques sorts de confort sur 3 personnes pendant suffisamment longtemps. » La décision fut prise. Le groupe s'aventura une nouvelle fois sur les sentiers du mont Roctan.
Rapidement arrivés au plateau où se situait le campement des forces du cercle de fer, Finn, Julie et Glouze constatèrent que beaucoup d'objets y avaient été abandonnés. Il semblait cependant que certaines tentes avaient disparu. Le cercle était venu récupérer ceux qui demeuraient en état. Ne désirant pas s'attarder, tous continuèrent l'ascension. La journée passa rapidement. Épuisé mais animé par la volonté de retrouver leur ami, l'équipage ne marqua que très peu de pauses. La lumière ambiante se mit à décliner. Une dernière nappe de brume fut franchie pour révéler une lune splendide. Le sommet n'était désormais qu'à quelques mètres au-dessus d'eux. Finn se rassura de n'avoir croisé personne en chemin, mais sans qu'il ne pût savoir précisément pourquoi, cela accentuait son inquiétude. Un effort supplémentaire permit l'accès à l'ultime plateau. Celui-ci était rendu parfaitement lisible par la luminosité apportée par l'astre nocturne. L'endroit sembla vide au premier regard. Puis, en s'avançant de quelques mètres, Finn repéra une sombre tache sur la pierre, à côté de ce qui semblait avoir été un jour une arche, à 2 pas du vide. Son souffle se coupa. Il parcourut ce qui le séparait du bord du gouffre à toute vitesse. Il porta une main tremblante devant sa bouche. Un haut-le-cœur parcourut son corps. Bien que recouvert de sang désormais coagulé, il reconnut sans difficulté l'avant-bras de son ami. D'innombrables interrogations traversèrent son esprit, trop rapidement pour que l'homme n'ait véritablement le temps de trouver des réponses. Il tomba à genoux et prit son visage entre ses mains, déformé par la tristesse. Julie arriva à ses côtés avec hâte. Après avoir découvert ce qui avait mis Finn dans cet état, elle passa ses bras autour de lui et pleura. Ne sachant quoi dire, Glouze resta en retrait, les yeux baissés. Puis l'homme se releva, il asséna avec force un coup de pied à un caillou qui vola et vint se perdre dans la mer nuageuse. Il cria de rage. « On arrête là. Tout ça coûte trop cher. On n'est pas de taille. » La douleur l'empêcha de formuler une nouvelle phrase. Il se laissa retomber sur le sol. La magicienne l'attrapa dans ses bras. De lourdes larmes perlées tombaient sur le sol. De très longues minutes furent nécessaires avant que le groupe ne reprenne en partie ses moyens. Le gobelin improvisa un petit cairn avec les pierres qu'il put trouver et se chargea d'ensevelir le peu qu'il restait de scierie dessous. Finn s'assit contre l'arche en ruine accablée. Julie observa le paysage, le cœur lourd. Elle avait rarement vu quelque chose de si beau. La lune paraissait immense, seule, au-dessus du plateau et de l'immensité de brume. Tic ne posa pas de questions lorsque le portail magique se referma sur le pont du Cyriella et qu'il observa l'attitude de ceux qui venaient d'en sortir. Le maître canonnier du navire comprit rapidement lorsqu'il remarqua l'absence du second capitaine. Il demeura stoïque, mais partit s'enfermer dans la cale. Glouze s'avança vers la barre du bateau et se chargea de le maintenir en mouvement pour la nuit. C'est la fin du chapitre 3. La fin du chapitre Le Mont Roctan. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. Waouh! Désolé, j'ai eu un peu de peine ce soir, je vais pas vous mytho, par rapport aux 2 premiers lives. J'ai eu un peu de peine pour des raisons qui sont vraiment complètement hors du bouquin. C'est juste, je pense que j'ai trop mangé. Et du coup, je pense que vu que j'ai trop mangé, je suis un peu en mode digestion et en manque d'énergie. Donc du coup, je pense que je suis un peu fatigué parce que vraiment, avant le live, j'ai bâillé à peu près 12 milliards de fois, c'était scandaleux. Donc voilà, du coup j'ai eu un peu le souffle court sur toute la soirée, je vais pas vous mentir, ça n'a pas rendu la lecture facile. Mais mis à part ce problème technique, c'était toujours aussi agréable et appréciable de suivre cette lecture. Donc ouais, je suis toujours à fond dedans. Astra Bloom. Oh, il est long ce livre. Il est long. Ça va, Astra. Déjà, bienvenue sur le live. Et il fait 239 pages, donc c'est assez court. Mais c'est surtout que le format est très grand quand même. Vous voyez ma main, et j'ai pas des petites mains. Donc voilà, c'est quand même un assez gros format. Donc c'est vrai que je mets du temps à le lire. Enfin, comment dire, proportionnellement par rapport à un autre livre, le même nombre de pages, je vais mettre plus de temps à le lire là-dedans que dans un autre livre. Ce qui fait que là, sur les 240, grosso modo,
pages qui composent ce roman, j'en arrive à la page 102. Donc voilà, vous avez à peu près le déroulé. Ça veut dire qu'on est à un peu moins de la moitié. Et en termes de live, je pense que on dépassera la moitié la prochaine fois. Donc je pense qu'il y aura 7 lives. J'avais à peu près prédit ça de toute façon, hein, il me semble. Il me semble. Je vais regarder, tiens, vite fait, je peux regarder. Je peux regarder le chapitre 4, 136, 33 pages. Ouais, donc voilà, c'est vraiment équivalent. C'est vraiment équivalent. Donc voilà, on sera sur des lives à peu près équivalents avec à chaque fois un chapitre et à chaque fois une destination, j'imagine. On voit ta tête qui est plus petite que le livre. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il est grand, ouais. Ah bah ça fait plaisir, Astra Bloom, ça fait plaisir pour Julien. C'est cool, c'est cool. Et j'espère que ça te plaira. Donc ouais, du coup, franchement, j'ai bien kiffé ce soir encore une fois. J'ai le même petit bémol. Voilà, hein, maintenant je m'attarde un peu sur les bémols, hein. Euh, tu me, tu me pardonneras, Julien, parce que bah, en fait, ce qui est bien, je l'ai déjà pas mal répété au fur et à mesure des lectures du tome 1 et du tome 2. Je trouve que c'est vraiment dans la même lignée. Donc voilà, ce qui est bien continue à être bien. Et ce qui fait pour moi des petits bémols continue à faire des petits bémols. Bon, déjà, il y a toujours pas mal de coquilles, etc. Voilà. C'est peut-être que pour certains, je parais tatillon, mais je trouve que ça empiète vraiment sur le plaisir de lecture d'avoir des phrases où t'es pas sûr de comprendre si le mot qui est écrit c'est le bon mot ou s'il y a une faute d'orthographe, etc. Donc bon, c'est dommage. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop à mon goût, surtout dans ce chapitre 3. Ça m'a un peu dérangé, notamment sur le personnage de Kelio, qui une fois s'écrivait K-E accent aigu L-I-O, après qui s'écrivait K-E-L-I-O sans accent, et après qui s'écrivait Kilio, K-I-L-I-O. Je t'avoue que je suis en mode ah mais c'est trop dommage de laisser ce genre de fautes. Parce que là c'est vraiment des fautes d'inattention, et il suffit de le relire et de le changer quoi. Donc voilà, je suis en mode dommage, dommage. Donc ça c'est un truc qui me gêne quand même, je suis obligé de le dire. Et autre petit truc, alors là, ce serait plus sur l'histoire. Euh, alors, déjà, je redonne un peu mon avis positif. Je suis content de revoir Vénilien parce que c'est un personnage que j'aimais bien, Vénilien. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve que il est assez badass en méchant. Et, ouais, la petite retrouvaille entre Vénilien et Ciri, j'ai beaucoup apprécié. Le fait que Vénilien soit soi-disant fair play parce qu'il interdit aux guerriers et à la magicienne de participer et qu'en fait dès qu'il commence à perdre un peu l'avantage il use de moyens fourbes qui pourraient être avoisinés à de la triche donc ouais vraiment je le trouve détestable comme il faut et j'aime beaucoup Vénilien. euh, Petit bémol que j'ai, c'est encore une fois, et le même commentaire que j'ai fait sur le chapitre précédent, une résolution de fin un peu trop rapide. Une résolution de fin expédiée. Encore une fois, j'ai eu la même... j'ai eu la même... comment? Exactement le même schéma de pensée que durant la lecture du chapitre 2. C'est-à-dire que je voyais le nombre des pages défiler et je savais que j'arrivais proche de la fin du chapitre. Et j'étais en mode, mais c'est bizarre, il doit y avoir encore pas mal de choses à raconter et on arrive près de la fin. Et du coup, je trouve que ça a été super vite. L'affrontement avec Ciri et Vénilien, ça aurait pu gagner en longueur, mais je trouve que ça va encore. Parce que je trouve que c'est cohérent avec l'histoire, ce qui se passe, et que justement, ça part vite en combat parce qu'elle est sous le coup de la colère et ainsi de suite. Donc ça, à la limite, ça m'a pas forcément ultra choqué. Mais c'est même l'après, en fait, où je me suis dit, ouais, c'est un peu rapide. C'est que limite, je les aurais bien vus encore plus s'inquiéter, quoi. Encore plus s'inquiéter. Là, on arrive. Bah, il y a souvent ce jeu-là dans l'écriture de l'auteur de raconter plusieurs histoires à la fois, l'avancée de plusieurs groupes. Et là, à la fin, quand on revient sur le groupe de Julie
et de Finn et de Gluz, ça commence directement par la phrase qui dit bon bah on va aller l'aider quoi. Et ok, je peux comprendre qu'ils aient cette réaction, mais j'aurais bien aimé aussi qu'il y ait, je sais pas, encore une fois, un build-up un peu plus fort qui impacterait un peu plus du coup, qui ferait un peu monter la sauce. Surtout que là, il y a un truc tragique à la fin. Genre, ils peuvent, je sais pas si c'est leur croyance, mais ils peuvent croire que Ciri est carrément morte en fait. Je me dis que si Gluz fait un cairn, ça, ils peuvent carrément croire ça. Mais, mais ouais, du coup, ouais, je trouve que ça aurait fait un build-up sympa de les voir un peu plus, peut-être sur le chemin de la montagne, se poser des questions, s'inquiéter, ou justement se dire, mais non, mais en fait, faut qu'on revienne au village, parce que là, si ça se trouve, elle est en train d'y retourner. Enfin, voilà, je trouve que ça a été un chouïa expédié, et vraiment un chouïa, parce que vraiment, je pense que une ou deux pages de plus, ça suffit largement. Mais ouais, c'est vraiment juste euh, proportionnellement aux, aux sections, aux autres sections qui composent chaque chapitre, qui composent chaque péripétie. Je trouve qu'en général, la fin, elle est vraiment rapide, quoi. Vraiment courte et rapide. Voilà, voilou. C'est un petit bémol que je dénote, mais sinon, à part ça, je continue à grave kiffer. Et, euh, et ouais, j'ai plutôt très hâte de voir la suite. Euh, le délire de la boussole, etc., qui montre Julie, je me dis que ça présage quelque chose de huge, mais je sais pas quoi. Je me demande s'il va y avoir un délire en mode Julie. Ouais, j'ai des théories. J'ai des théories. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas vous faire spoil. Si ça se trouve, Julie, c'est littéralement une pierre. Genre, vraiment comme. Enfin, pas littéralement, mais c'est une pierre comme Gluz l'a dit en plaisantant. Si ça se trouve, euh, Sian, qui était magicienne, qui était sa mère, elle n'a pas pu lui donner naissance, on va dire par les voies naturelles, peut-être parce qu'elle s'est sacrifiée, comme on l'a vu dans le prologue. Enfin, j'ai l'impression. Et que du coup, peut-être, elle a lancé un ultime sort magique à l'aide d'une gemme magique, qui fait que du coup, ça a donné naissance à Julie. Genre peut-être la gemme et Julie se sont fondues, amalgamées l'une avec l'autre. Ou peut-être que c'est la pierre qui a permis la naissance de Julie, la survie de Julie. Hmm. Et que du coup ils sont rattachés magiquement ou un truc comme ça. Bref, vous pouvez vous déboucher les oreilles, mais du coup vous entendez pas ça si vous avez les oreilles bouchées et vous êtes condamné à avoir les oreilles bouchées jusqu'à la fin de votre existence. Mouh, oh, ah, ah, je suis machiavélique. Ouais, non, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. En tout cas, clairement, c'est pas une info négligeable. C'est sûr que ça va être hyper important pour la suite. Et je pense que ça va avoir aussi peut-être affaire à la mythologie, comme je le disais, dans le sens avec des panthéons de dieux et ce genre de choses, vu qu'on a appris les légendes liées aux gemmes. On nous parle souvent aussi de ce lien de légende, de contes et ainsi de suite. Donc ouais, je pense que ça aura son importance. Je pense que ça aura une importance capitale pour la suite des événements. Suite des événements que nous lirons ensemble en live, très certainement vendredi 21h. Je vous redirai quoi sur les réseaux, que ce soit le cas ou non, de toute manière. Et puis on est bon. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo et de la lecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est ultra important et bah, ça aide la chaîne à évoluer, mais ça m'aide aussi, moi, à titre personnel, à évoluer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que je vous dis le titre du chapitre prochain pour un peu vous teaser? Parce que là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh mais c'est terminé, Finn et Julie vont complètement arrêter leurs aventures parce qu'ils sont trop blessés et qu'ils n'en peuvent plus. Ou peut-être vont-ils continuer vers le chapitre 4, le cimetière flottant. Nous verrons ça lors de la prochaine lecture. Je suis arrivé trop tard, je crois. Bonsoir, Papy Pomme. Oui, en effet, je m'apprête à arrêter le live. Mais merci d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir.
La rediffusion du live que tu es en train de voir sous tes yeux sera disponible dans 2 jours, jeudi dans l'après-midi, sur ma chaîne YouTube. Sur ce, gentes dames et doux messieurs, je vais vous souhaiter une douce et agréable nuitée. Et je vais partir, en fait, hein, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses jusqu'à ce qu'on ne se recroise. Ouais, c'est dur à dire. Jusqu'à ce qu'on ne se recroise. Ah, t'es toujours là, Mirani. Bah, de rien, de rien, de rien. Merci à toi encore une fois de m'avoir fait confiance sur la lecture de ton bouquin. J'essaierai d'être moins en digestion pour la fois prochaine. Mais ouais. Allez, des bisous. Bye bye. À la prochaine pour une prochaine lecture.